En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara risque d'avoir comme unique et réel challenger à la présidentielle du 31 octobre Kwadwo Konon-Bertin, dit Kakabe. En effet, suite à l'appel à l'union de Guillaume Soro, l'opposition s'est ensemble mobilisée pour exiger le retrait du président Alassane Ouattara, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Aussi, les opposants ont-ils lancé un appel à la désobéissance civile. Techniquement, 2 des 4 candidats déclarés aptes à compétir refusent donc de participer au scrutin à venir en l'état. Pascal Affi-N'Guesson s'est exprimé et a donné son quitus à la stratégie prônée par l'opposition. Dans son ensemble, la tension qui prévaut n'est évidemment pas de nature à rassurer la communauté internationale. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel était en mission d'une semaine en Côte d'Ivoire. Il y a clairement appelé à la retenue tous les acteurs de la présidentielle du 31 octobre. Y a-t-il effectivement des craintes sur la paix et la stabilité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'exigence de l'opposition, à savoir le retrait du président Alassane Ouattara, est-elle réaliste? Un scrutin avec Kakabe comme seul vrai challenger du président Ouattara est-il légitime? Côte d'Ivoire appelle à la retenue des Nations Unies. Doit-on reporter la présidentielle du 31 octobre? Place au débat. On revient après l'intermède. Et sur cette émission entièrement consacrée à l'actualité en Côte d'Ivoire, Jules Justinian Mbati, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Patrick Avampouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Pas un jour ne passe sans que le pouvoir et l'opposition n'échangent via médias interposés. Qu'est-ce qui rend la situation en Côte d'Ivoire si tendue, Patrick Avampouillon? C'est chacun veut gagner. Vous savez, sur ce plateau, j'ai eu l'occasion de vous dire que le président Alassane Ouattara a déjà montré qu'il fera tout pour conserver le pouvoir et que les autres ne doivent pas être surpris de cela. Effectivement, ils ne sont pas surpris, ils sont préparés et à chaque étape, ils apportent la riposte. Donc, si vous avez 2 camps qui ont décidé chacun de tout faire pour avoir le pouvoir sans aucune concession à l'autre, on en arrive à ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Alors, au sein de l'opposition, on aurait pu s'attendre à des coups bas, mais visiblement, l'union règne entre déjà les 2 ailes du FPI, c'est assez rare, le PDCI, l'UDPCI et le GPS, entre autres. Tout le monde semble parler d'une même voix. Jules Justinian Mbati, qu'est-ce qui peut expliquer, on va dire, cette cohésion au sein de l'opposition? C'est assez rare sur le tropique. Merci, je dis bonjour aux téléspectateurs. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça mérite d'être analysé à l'aune des règles du droit international et surtout du droit constitutionnel ivoirien, en liaison avec la pratique politique. D'entrée de jeu, il faut dire que, comme je l'avais dit sur votre plateau ici, au cours d'une émission, il faut dire que la situation en Côte d'Ivoire devient de plus en plus préoccupante. Elle devient de plus en plus préoccupante du point de vue de la paix et du point de vue du respect des normes juridiques et fondamentalement des décisions des institutions juridictionnelles. Je voudrais parler de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui se passe par rapport à la question que vous m'avez posée, nous voyons de plus en plus le schéma politique de la Côte d'Ivoire qui se clarifie et tout se resserre autour d'un seul homme, le président Alassane Ouattara. Nous voyons l'opposition qui se resserre les rangs et faire en sorte que Alassane Ouattara ne soit pas candidat et apparaît comme leur cause commune. C'est tant mieux. C'est tant mieux quand vous analysez un peu sa candidature. Quand on interprète la Constitution de 2016, on peut toujours, en se fondant sur la lettre de ce texte-là, on peut toujours démontrer que sa candidature est valable, puisqu'on est en présence d'une nouvelle république. Donc, du point de vue de la légalité constitutionnelle, on peut toujours démontrer qu'il peut être candidat. Et le Conseil constitutionnel est allé dans ce raisonnement-là. Mais du point de vue de la légitimité, ça pose problème.
Mais j'ai bien peur que l'opposition qui se mobilise pour une seule cause, elle se mobilise contre Alassane Ouattara, j'ai bien peur que cette opposition-là perde de vue l'essentiel par rapport à chaque parti politique. Parce que la mission d'un parti politique n'est pas prioritairement d'empêcher quelqu'un d'être candidat ou de ne pas être candidat. C'est de travailler pour pouvoir prendre le pouvoir. Alors, je me pose la question de savoir, je l'avais suggéré, report des élections en Côte d'Ivoire, transition de 6 mois environ, et j'ai proposé un recul, une disparition, un retrait incognito de sa candidature pour quelqu'un qui l'aurait préparé en griffe, parce que je ne vois pas véritablement quelqu'un qui a été préparé comme cela se doit. Mais si entre-temps, par surprise, au profit du peuple, ils sortaient du jeu, ils vont se mettre à faire quoi? C'est la question que moi je me pose. Donc, c'est déjà bon de se mobiliser contre la candidature d'Alassane Ouattara, mais il ne faut pas qu'ils perdent de vue qu'ils sont tous concurrents, ils sont tous en compétition pour le même poste. Tout à fait. Alors, le Conseil constitutionnel a donc validé 4 candidatures au total à ce scrutin. 2 candidats, à savoir Ikonan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, ne comptent pas jouer le jeu. Kakabe, seul challenger du chef de l'État sortant. Est-ce que, Patrick Amon-Poyon, le scrutin reste valable à vos yeux dans ce schéma? Non, vous savez, déjà, je voudrais me prononcer sur cette union sacrée de l'opposition en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir des gens qui connaissent l'art du retournement de situation, en situation politique. Ils savent que les situations changent. Et donc, ils s'entendent sur l'essentiel, pas sur tout. Vous avez vu, Guillaume Soro a appelé à un boycott, mais quand ils se sont réunis, ils ont vu boycotter, c'est donner la facilité de ce schéma. Alassane Ouattara, Kakabe, c'est obtenir cette facilité-là. Alors qu'il est possible de battre le président dans les urnes, même si la dynamique n'est pas encore lancée. Parce que le FPI et le PDCI est convaincu qu'on peut le battre dans les urnes, mais pas sans les autres. Or, si les autres adoptent boycott et le PDCI va, c'est qu'ils sont morts. Donc, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas exclure la possibilité du boycott, mais au même moment, ils ne veulent pas prendre le risque de quitter le jeu électoral, alors qu'après, ils peuvent décider tous de se mettre à le battre dans les urnes. Cela étant, je crois que l'expérience a joué par rapport à cet accord qu'ils ont trouvé. Même quand vous prenez le Affi-N'Guessan, il a compris que le PDCI ne peut pas prendre le risque de l'approcher au risque d'énerver le FPI Gbagbo, et donc il a préféré faire le jeu de l'opposition tout en n'étant pas invité à la table, parce que c'est pas maintenant qu'il faut régler le problème FPI. Donc l'un dans l'autre, nous sommes dans ce schéma. Maintenant, par rapport à l'élection, est-ce que c'est légitime et autres? Vous savez, tout le monde sait, tout le monde, y compris le président Alassane Ouattara, que s'il était médiateur dans cette crise ivoirienne, il allait appeler à ce que l'élection soit reportée. Tout le monde sait. Seulement, les va-t-en-guerre, comme il y avait dans le camp Gbagbo, qui conseillaient le président Gbagbo, qui sont eux libres aujourd'hui, et le président Gbagbo est comment on appelle, en Belgique, ceux-là sont toujours tapis dans l'ombre pour pousser le président Alassane Ouattara dans les derniers retranchements. Or, une chose est d'aller aux élections, une chose est de gagner les élections, mais une chose est de garder le pouvoir. Nous rentrons dans... C'est-à-dire le président Ouattara ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il est libre. Et donc, il est en train d'aller vers un schéma où pendant 5 ans, il ne sera pas libre. Pendant 5 ans, il sera obsédé par le KIBK. Pendant 5 ans, il sera obsédé. Là, du retournement de situation voudrait que quand on est en position de force, on négocie, on discute. Quand on est en position de force, pas après. Pas après. Est-ce qu'IBK peut discuter quelque chose aujourd'hui? Non, rien. Il aurait pu faire la transition. Il aurait pu décider de la transition. Il aurait pu décider de ceci. Il ne l'a pas fait. Je crois que le président Alassane Ouattara a toujours la légitimité aujourd'hui de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise, mais pas en forçant une élection où, légitimement, la France n'est pas d'accord. Les présidents les plus puissants de la CEDEAO l'ont dit
clairement, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et je crois que ce qui se passe en Côte d'Ivoire mérite que le président, notre président Alassane Ouattara, puisse véritablement réfléchir par 2 fois avant d'aller à cette élection. Parce que le plus dur n'est pas de gagner l'élection, le plus dur, c'est de garder le pouvoir après l'élection. Alors, Kakabe a donc communiqué sur les raisons qui expliquent sa volonté sans faille de compétir. Justin Mpati, il assure entre autres qu'il va gagner cette élection pour définitivement tourner la page des querelles politiques entre 3 hommes. Oui, avant de répondre à la question, rapidement, 2 ou 3 éléments importants. Dans le tableau Côte d'Ivoire, vous avez le schéma communauté internationale, vous avez le schéma communauté africaine, et vous avez les différentes dynamiques à l'intérieur de la Côte d'Ivoire elle-même. Comme l'a dit tout à l'heure M. Pognon, la communauté internationale est très réservée par rapport à la volonté troisième mandat. Voilà, très réservée. Et je crois que dans les jours qui vont suivre, la communauté internationale va se démarquer davantage de la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara risque progressivement de se retrouver suffisamment isolé. Et par rapport à la communauté africaine, c'est vrai, je constate qu'il y a une partie fondamentalement francophone qui développe une sorte de politique d'Autriche qui observe et qui est dans une position mi-figue, mi-raisin, mais les anglophones se démarquent de manière claire. Alors, comme l'a dit le coach Pognon tout à l'heure, un bon soldat est celui qui sait utiliser la stratégie. La stratégie actuelle n'est pas la stratégie actuelle du président ivoirien n'est pas la stratégie des insultes. Ce n'est pas la stratégie des attaques. C'est la stratégie où il doit comprendre, c'est de la réelle politique. Ce n'est pas une stratégie de droit. Il doit comprendre qu'il est toujours le président des Ivoiriens et qu'il est le père de la nation en griffe. Et que de ce point de vue-là, il faut qu'il appelle et qu'il discute. Ce n'est pas toujours impossible de déployer une certaine ruse ou un certain stratagème dans un camp de négociation. Je ne lui souhaite pas de le faire, mais à la rigueur, il peut aller à ça. Mais tel qu'il est en train de fonctionner là, il risque d'assumer la responsabilité de ce qui se passera en Côte d'Ivoire. Ouais, par rapport à Kakabe et sa position d'aller aux élections, c'est justement parce qu'il sait que le maintien de sa candidature constitue un moyen pour pouvoir obliger Alassane Ouattara à être retranché dans son à être poussé dans son tout dernier retranchement. C'est parce que justement il sait que s'il maintient la candidature, le jeu est toujours, la situation est toujours up. Le problème est toujours posé. À supposer un instant que ce qui s'est passé au temps du président Soglo ici, je crois, si je ne me trompe pas, que les opposants commencent par boycotter cette élection-là. Au temps du président Kérékou. C'est au temps du président Kérékou. Voilà. Soglo avait désisté. Voilà, où les gens avaient désisté très bien. Très bien. À supposer un instant que ce schéma-là se présente et que les différents candidats dont la candidature a été retenue décident de ne pas compétir. C'est qu'il est possible, par une certaine interprétation des tests juridiques, d'en arriver à l'élection d'Alassane Ouattara. Donc je crois que un processus de légitimation. Oui, il est possible d'exploiter les règles constitutionnelles et électorales dans un sens donné pour qu'il se retrouve être élu président. Et je vais vous dire, le schéma qui risque de se réaliser contre le président Alassane Ouattara, c'est un schéma que je redoute, un schéma de honte. Un schéma où il va se trouver forcé de faire ce qu'il n'aurait pas voulu faire. C'est la raison pour laquelle la porte de négociation, elle est la porte la plus indiquée. Mais il faut dire, et M. Pognon l'a dit tout à l'heure, les chefs d'État africains, généralement, ne sont pas libres après un certain temps au pouvoir. Surtout, je ne dis pas qu'il y a eu des exactions commises, surtout lorsque des exactions ont été commises pendant le mandat de ce président de la République-là. On connaît, il y a des présidents qui sont encore au pouvoir, mais qui ne sont pas au pouvoir en Afrique de l'Ouest, parce qu'ils, par leur bon vouloir, ils sont devenus pratiquement des prisonniers du groupe qu'ils ont eux-mêmes constitué autour d'eux, de sorte que s'ils décident de partir, ils risquent de se retrouver en insécurité. Donc, en Côte d'Ivoire, les proches du président Ouattara n'ont pas intérêt à ce qu'il quitte. Et puis, je l'ai dit, on ne voit pas véritablement
un candidat préparé par l'intéressé. On ne voit pas, je ne vois pas. Même celui qui est décédé, Gon Coulibaly, bon, est-ce qu'on peut véritablement dire, je parle de 40 à 60 ans, quelles actions ont été menées, quelle préparation a été faite par rapport aux jeunes de 40 à 60 ans du parti du président Ouattara? Il me semble que cela lui a échappé. Dans la pratique, si c'est qu'il était possible, si c'est que sa candidature ne posait pas problème du point de vue de la légitimité et qu'il revenait au pouvoir, ça devrait être pour préparer une bonne porte de sortie et assurer que la maison se porte bien après son départ. Mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors, une mission conjointe Union africaine, Union européenne, ONU était attendue en Côte d'Ivoire, mais visiblement, seul le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Ibn Chamba, c'était donc en Côte d'Ivoire. Pourquoi une forte délégation maintenant, dès maintenant? Ah oui, parce que, vous savez, l'Union africaine, depuis quelque temps, ne parle plus une langue de bois. L'Union africaine n'est plus dans se taire et laisser faire. L'Union africaine, sous la présidence du président de la commission actuelle, prend de l'audace. Et donc, n'a pas jugé bon d'aller en Côte d'Ivoire pour faire juste une déclaration demandant à tout le monde d'être modéré. Non, ils sont en Côte d'Ivoire pour dire, attention, on doit avoir des modifications du schéma qui se prépare. Donc, à partir de cet instant, moi, je crois que l'Union européenne, vous comprenez que l'Union européenne n'est pas elle n'a pas de casserole comme les États de l'Union européenne. Donc, quand l'Union européenne va, c'est pas pour parler aussi langue de bois. Mais les Nations Unies ont un langage diplomatique et vous savez que les représentants de la sous-région, c'est un Ghanéen. Vous savez que les anglophones savent parler pour rien dire. Donc, bref, moi, j'ai plus ce communiqué des Nations Unies comme un communiqué qui ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Demander modération de quoi que ce soit, non. Ça ne veut rien dire. Nous savons là où se pose le problème. Le problème est aujourd'hui dans la main du président. La balle est dans le camp du président Alassane Ouattara. C'est lui qui décide. Moi, je voudrais simplement rassurer d'une chose. Oui, la Côte d'Ivoire ne va pas carburer. C'est clair et net. Vous n'allez pas avoir ce que nous avons eu il y a 10 ans à peu près. Nous n'aurons pas ça. Seulement, comment on ne va pas avoir ça? Je ne sais pas. Et je ne sais pas comment le président Alassane Ouattara peut sortir indemne d'une crise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, les Ivoiriens ne vont pas mourir pour les politiciens. Ça, c'est clair. Ça n'arrivera pas. Les Ivoiriens ne vont pas mourir pour les politiciens cette fois-ci. Alors, si les policiers font l'erreur de faire carburer les choses, que Dieu fera en sorte que ce ne soit pas les Ivoiriens qui paient, mais ceux qui ont créé cette situation. Parce que je voudrais rappeler un fait. Lorsque le président Thabo Mbeki est venu en Côte d'Ivoire parler au président Ouattara et au président Gbagbo, il a dit au président Gbagbo, tu me connais, on est des amis. J'ai voulu forcer, mais quand la communauté internationale met une barrière devant, on ne franchit pas. On ne franchit pas. Lorsque Sanogo a voulu franchir la barrière de la communauté internationale, le président Ouattara lui a dit, va finir mal. Parce qu'il sait, lui, le président Ouattara, qu'on ne s'oppose pas à la communauté internationale. Et là, le président Gbagbo à l'époque voulait fléchir, parce que Thabo Mbeki est son ami. Mais il y avait des gens derrière Thabo Mbeki pour faire des gestes, pour dire non, pour dire de ne pas faire. Où sont ces gens aujourd'hui, quand le président Gbagbo a fait près de 8 ans de sa vie dans des situations difficiles? Où sont les gens qui ont supporté Tanja? Où sont les gens qui ont supporté Tanja lorsque Tanja, ceux qui disaient à la télé que sans Tanja, il n'y a rien au Niger? Ils sont où quand Tanja a perdu le pouvoir? Donc moi, je voudrais que le président Alassane Ouattara, qui sait réfléchir seul, mais qui sait aussi, parce que ce que fait que je ne suis pas trop dans cette logique, c'est que je connais le président Alassane Ouattara. C'est un monsieur, tant que lui seul n'a pas décidé du contraire, il va s'entêter jusqu'au bout. Excusez du peu, mais je sais que le président Ouattara n'a qu'à analyser toute cette situation, n'a qu'à analyser tout ce qui s'est passé avant que le président Laurent Gbagbo ne refuse de remettre le pouvoir. Et qui n'a qu'à analyser tout ça. Aujourd'hui, il a tout. Il a les moyens, il a l'argent, il a les relations, il a tout. Qu'est-ce qu'il cherche d'autre? Qu'est-ce qu'il cherche d'autre qu'il n'a pas? Maintenant que vraiment nous puissions éviter d'aller à cette élection-là. Parce qu'aller à cette élection, ce n'est pas l'élection qui est problème. Ce n'est pas l'élection. S'il veut forcer, oui, le Premier ministre lui a donné la garantie qu'il va sécuriser la Côte d'Ivoire, qu'il va aller aux élections, oui. Mais le budget sécurité aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se payer ça pendant 5 ans? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut sortir autant d'argent pour la sécurité de la nation pendant 5 ans? Non.
À partir de cet instant, il faut que quelque chose se fasse maintenant pour éviter demain. Le président Ibeka, sur ce plateau, on a tout dit au président Ibeka, il n'a pas voulu accepter. Voilà sa situation aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je crois que nos chefs d'État doivent savoir écouter leur cœur, parce que Dieu leur parle à travers leur cœur et Dieu ne veut pas du tout cette situation qui se prépare en Côte d'Ivoire. Alors, justement, Pati, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble être le terreau le plus fertile pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une nouvelle décision vient d'être rendue en faveur, cette fois-ci, du président Laurent Gbagbo. L'adhésion demande expressément de doter tous les verrous qui empêchent le président Laurent Gbagbo de compétir à cette présidentielle-là. Oui, je l'ai évoqué en filigrane lors de ma toute première prise de parole. Vous voyez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut l'analyser suivant 4 dimensions. La dimension textuelle et constitutionnelle seule ne suffit plus. Donc ce n'est pas parce que la Constitution dit, ou le juge constitutionnel dit, tu peux, que tu vas, que tu peux, que tu vas. Je laisse de côté. Vous avez la dimension diplomatique. L'étau diplomatique se resserre de plus en plus autour de la Côte d'Ivoire et surtout autour du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a besoin d'un héros. Depuis 2010, la Côte d'Ivoire est à la recherche d'un héros. Ce héros-là, je souhaite que ce soit le président Ouattara. Et ce héros-là, ça doit être celui qui démontre qu'il sait se mettre au-dessus de la mêlée, qui sait traiter les situations et dire, mes enfants, je vous laisse la maison, tenez la maison. Du point de vue politique, la situation n'arrange pas non plus le président Alassane Ouattara. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, du point de vue juridictionnel, voilà un pays qui a relativisé l'exercice de sa souveraineté par son adhésion à ce dispositif juridictionnel de l'Union africaine, ce protocole-là. Et la Cour africaine, cette Cour africaine, la CHDHP, qui est une cour hautement technique, parfois même sa technicité l'aveugle, et une cour qui recherche la paix sociale dans les États membres de l'Union africaine, malheureusement une cour qui ne tient pas toujours compte des enjeux politiques pour pouvoir conduire ces décisions, pour prendre ces décisions, et qui ne développe pas la diplomatie. Il faut une diplomatie par rapport à la CADHP. Sinon, elle risque de se retrouver comme une coquille vide ou comme un juge sans justiciable. Parce que vous allez voir, et c'était d'abord le Rwanda, après la Tanzanie, après le Bénin, après la Côte d'Ivoire, les États sont en train de sortir de ce dispositif-là. C'est pendant que la Côte d'Ivoire est sortie de ce dispositif qu'une énième, je dirais, après Soro, c'est la décision au profit de Gbagbo qui vient démontrer au système juridique interne ivoirien qui s'est trompé. La question se pose de savoir quelle doit être, d'abord quelle leçon, quel renseignement cette décision-là nous donne par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Cette décision demande en fait aux dirigeants ivoiriens de revoir leur copie. Si on doit faire un traitement politique de la décision n'est pas politique, elle est technique et juridique, mais elle a des conséquences politiques. Quand on fait un traitement politique de cela, cette décision devait amener le président Alassane Ouattara à se dire, mais et si on se trompait? Et si on était dans le décor? Mais je doute bien que les dirigeants ivoiriens puissent aller là. Le second élément, c'est que cette décision-là montre que, et ça c'est par rapport à la sous-région, ça montre que toutes les décisions qui sont prises contre des opposants dans le cadre du droit commun, condamnation à 20 ans d'emprisonnement, condamnation à 10 ans de ceci, ne sont pas toujours justifiées. Maintenant, si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, cette cour-là, ne tient pas compte d'un certain nombre de données réalistes ou réelles, je crois que par sa manière de fonctionner, elle risque progressivement de voir des États sortir de son dispositif et d'être un juge
sans justiciable. Parce que les États ont toujours la possibilité à tout moment de retirer leur souveraineté. Vous allez voir, j'ai lu sur Internet, et il y a l'avocat justement de Gbagbo qui a dit que le respect de cette décision de la Cour africaine de justice dépend de la bonne volonté, dépend de la volonté des dirigeants ivoiriens. C'est pour dire que le droit international continue d'être un droit volontariste. Et le système constitutionnel interne des États est un système qui est influencé suffisamment par la volonté politique du chef de l'État, puisque le régime en jeu, le régime politique, c'est un régime présidentielle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, Patrick Abampoyon, Justin Mpati proposait que les décisions soient peut-être un peu plus diplomatiques, qu'on permette à la CADHP, donc pourquoi pas d'ouvrir un volet, prendre des attaches, afin que ces décisions puissent être, pourquoi pas, mieux comprises ou mieux axées pour que les dirigeants puissent les accepter. Moi, je dis qu'il y a quand même peut-être une boîte de Pandore à ne pas ouvrir, parce que en allant de ce côté-là, il y a des risques. Oui, effectivement, vous savez, je vais vous dire, je suis juge, quelqu'un vient se plaindre, je demande à l'autre de venir se défendre, il refuse de venir. Je fais quoi? Je fais sur la base de ce qu'il y a comme information. C'est ce que fait la Cour africaine. Si les États jouaient correctement et avaient de bons avocats, je vous assure que vous n'aurez pas ces décisions-là. Les décisions sont ainsi, donnant l'impression que la Cour est contre certains États parce que les États ne sont pas représentés par des avocats suffisamment qualifiés pour savoir comment défendre leur dossier auprès de ces institutions. Deuxième chose, les juges sont des hommes d'émotion. Lorsqu'ils prennent des décisions et vous demandez qu'ils aillent se faire foutre, aucun avocat ne peut vous représenter devant eux et venir défendre votre cause. Donc les avocats doivent avoir la capacité de conseiller les États pour dire voici ce qu'il faut faire pour éviter, justement, lorsque la Cour avait demandé qu'on puisse surseoir à un certain nombre de décisions, on allait surseoir à cette décision. Notamment au niveau de la CEI, oui. Le toilettage des tests afin de... Et ils ont même fait ça premièrement. On surseoir et maintenant on envoie des avocats qualifiés pour pouvoir défendre. Vous voyez la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a un très bon avocat. C'est ça le problème. Il a un très bon avocat. Il faut que les autres parties se donnent les moyens d'avoir des avocats qui connaissent très bien ces tests-là et comment le faire. Maintenant, pour en venir au caractère politique et diplomatique. Mais en réalité, le retrait de ces États ne va pas amener la Cour à ne pas avoir matière. Bien au contraire, la Cour va avoir matière après l'étape diplomatique et politique, puisqu'il revient à la Commission de l'Union africaine désormais d'envoyer des dossiers là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, en réalité, l'État se retirant n'est toujours devant la Cour. Seulement, les individus ne peuvent plus aller directement porter plainte au niveau de la Cour. Ils doivent porter plainte au niveau d'une institution, une commission de l'Union africaine qui maintenant se charge de choisir les dossiers qu'ils vont envoyer. Donc la politique fera son œuvre, mais pas les juges n'ont pas fait de la politique. Maintenant, je voudrais dire ceci. Tôt ou tard, le président Alassane Ouattara aura besoin de cette Cour. Tôt ou tard, il aura besoin de cette Cour. Alors, s'il ne fait pas en sorte que les décisions de cette Cour soient respectées aujourd'hui, le jour où il aura alternance en Côte d'Ivoire, il aura besoin de cette Cour et on va lui opposer que c'est lui qui a retiré la Côte d'Ivoire de cette Cour-là. Cette Cour-là, elle est bonne pour tout le monde. Elle est bonne pour les chefs d'État actuels. Elle est bonne pour les gouvernants actuels parce qu'à tout moment, ils pourront faire recours à cette juridiction qui est de plus en plus forte. Et on a tous besoin d'une juridiction forte aussi pour nous protéger, même ceux qui sont au pouvoir. Le président mauritanien serait très content aujourd'hui de constater que cette Cour peut l'aider, l'ancien président mauritanien, parce qu'il était au pouvoir et aujourd'hui, cette Cour peut l'aider parce qu'il est confronté à quelque chose auquel ses opposants étaient confrontés dans le passé. Il faut que nous sachions lire les choses par le temps. Le pouvoir du présent doit être utilisé pour garantir notre sécurité dans l'avenir. Alors, le président Alassane Ouattara a quand même donné de la voix par médias interposés. Pour lui, les candidatures de Guillaume Kiba-Foï-Soro et Laurent Gbagbo sont de la provocation. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à cette sortie. Non, je ne suis pas d'accord avec Pognon. Je crois que j'ai l'impression que vos développements de tout à l'heure par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme sont un peu théoriques. C'est un peu théorique. Je crois qu'on n'a pas suffisamment de temps pour que cela soit expliqué. C'est une question de théorie de droit international. Nous sommes
dans le rapport entre le droit international et le droit interne des États. Et techniquement, quand un État souscrit c'est-à-dire, vous voyez, j'ai évoqué tout à l'heure l'avocat de Gbagbo qui a eu à dire que le tout dépend de la volonté du pouvoir. Oui, mais l'État est parti à la Convention. Suivez. Et du point de vue de la technique du droit et du droit international, l'État est souverain. Vous allez voir que tous ces États sont en train d'évoquer leur souveraineté. Je ne suis pas de leur avis. Je suis partisan de la défense des droits de l'homme. Mais je voudrais analyser la situation de manière pratique. Et après tout le développement que vous avez fait, après tout ce que vous avez dit, la Cour africaine des droits de l'homme, normalement ce protocole permet aux citoyens, aux ONG de la saisir. Maintenant que les États se sont retirés, et la Commission, il y a un autre mécanisme pour être saisi. Ce mécanisme va fonctionner comment? Et vous êtes sûr que ces États-là vont se laisser faire? Maintenant, quand les décisions-là seront prises, qui va les mettre en œuvre? C'est là le problème. C'est pour cela que le débat dans cette affaire-là, vous avez deux tendances. Vous avez la tendance des souverainistes qui pensent que l'État, il fait ce qu'il veut. Et vous avez beaucoup de chefs d'État africains qui raisonnent comme ça. Mais ils vont je crois qu'ils doivent savoir raison garder. Ils doivent rentrer dans la théorie de Jelinek qui consiste à s'auto-limiter. Et vous avez de l'autre côté les partisans de la théorie internationaliste qui pensent qu'une fois qu'ils ont adhéré à cette cour-là, à ce protocole-là, en principe, cette cour-là, les décisions de cette cour s'imposent à eux. Moi, je suis d'une tendance médiane. Pour dire quoi? Pour dire que je n'ai pas dit que la Cour doit être politique, même si le professeur Sall a eu à démontrer que la Cour internationale de justice, bien qu'elle ne soit pas une Cour politique, est obligée de traiter, de tenir compte du fait politique pour fonctionner. Il faut que la Cour africaine de justice des droits de l'homme, la CADP, notre Cour de l'Union africaine, fonctionne en tenant compte du fait qu'elle agit sur un terrain politique. Lorsque vous prenez le juge constitutionnel n'est pas un juge comme le juge civil ou le juge matrimonial ou le juge pénal. C'est un juge qui opère sur le terrain politique. Et ce n'est pas un juge, je peux dire en griffe, c'est un juge ad hoc. C'est-à-dire c'est un juge qui est désigné pour une période donnée. Alors, nous pouvons tout dire. Mais ce que nous avons à dire, c'est beaucoup plus de sensibiliser les États. C'est de montrer, c'est pour cela que j'ai aimé la chute de raisonnement de tout à l'heure. Il faut sensibiliser les États. Il faut attirer l'attention des chefs d'État sur le fait que s'ils sont politiques et qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui, qu'ils sachent qu'aujourd'hui toujours, vous avez parlé du président mauritanien, qu'ils sachent qu'aujourd'hui toujours, ils ont des droits de l'homme. Et que s'ils sont présidents, l'un de leurs droits consiste justement à bénéficier de la sécurité contre le push, contre le coup d'État et autres là. Et quand il y aura des situations du genre et que ces situations vont se retrouver devant la Cour aura raison de prendre une décision en leur faveur par rapport à leur droit à la sécurité. Et au-delà de cela, quand ils vont rester au pouvoir, ils vont quitter le pouvoir. Donc, la question de la mise en œuvre des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est une question qui est perçue par les défenseurs des droits de l'homme comme les États qui ne veulent pas du tout obéir à la Cour. Mais pour les spécialistes du droit international, une nuance. Je voudrais demander aux uns et aux autres de sensibiliser les États africains, de les amener. Ce n'est pas non plus un problème d'incompétence d'avocats. Je crois que les avocats, chaque avocat a une certaine compétence. Le vrai problème, c'est au niveau de la perception des chefs d'État et au niveau de leur comportement politique. Lorsque le chef d'État ne veut pas, quel avocat va l'obliger, va le conseiller? Il va recevoir conseil de quel avocat? Le monsieur, il est un homme d'État et il a une pensée politique donnée et il met en œuvre un régime donné, un régime présidentiel dont la mise en œuvre traduit un certain hyper-présidentialisme. Nous avons des chefs d'État qui sont très forts et ils le sont parce que les constitutions africaines le veulent. Ils sont très forts. Donc cela demande enfin que le peuple soit vigilant. Cela demande que le peuple se donne de la voix au moment où il le faut, que les armées soient républicaines. Parce qu'il faut que les chefs d'État comprennent que lorsqu'ils vont au-delà de leur pouvoir et qu'ils commencent par poser des actions qui peuvent être ramenées à l'ordre, justement par les forces de l'ordre, donc que les armées soient républicaines et que le juge constitutionnel se débarque de la fait politique et que les chefs d'État comprennent qu'ils sont là d'abord pour le bien-être du peuple. Je voudrais humblement demander au président Alassane Ouattara
de penser, comme l'a dit Pognon, à 2010, à 2011, et de répondre à la question suivante. Je suis très mal placé pour lui poser des questions. La Côte d'Ivoire a besoin d'un héros. Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'il soit ce héros, qui ne sera jamais oublié, qui va rappeler des moments de joie aux Ivoiriens quand ils penseront à lui? Voilà qui est clair. Patrick Amon-Poyon, un commentaire sur la sortie du président Alassane Ouattara. Beaucoup ont pris des coups, notamment Guillaume Kiba-Forisoro, qui, selon le président Ouattara, mérite d'être en prison. Oui, bon, c'est... Au fait, demandez-moi que le président Alassane Ouattara fasse des choses qui vont nous surprendre. Sinon, c'est son genre. Lorsque vous avez entendu sur un plateau que Coran Bédié est un vieux fatigué qui ment tout le temps, donc vous comprenez que ça ne m'étonnerait pas que le président... Non, moi c'est le contraire, j'attends le contraire. J'attends que le président Alassane Ouattara nous étonne en faisant autre chose que ce qu'il a fait pendant les 10 ans. J'attends que le président Alassane Ouattara nous dise Guillaume Soro est mon fils et restera mon fils. Et donc, je vais l'appeler en tant que papa et nous allons causer, nous allons parler, nous allons trouver la paix pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais que le président Alassane Ouattara dise je suis le président du président Bédié, je suis le président du président Laurent Gbagbo, je suis leur président. Je vais les appeler, nous allons parler entre Ivoiriens, nous allons trouver une solution ivoirienne. Je voudrais qu'il dise ça. De toute façon, comme l'a dit M. Mbati, c'est que si nous sommes dans une logique où le président lui-même est parti, il y a problème. Il est le président de tous ceux-là. Oui. Il peut pas être parti. Voilà. Il peut pas être parti. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président de certains Ivoiriens. Et donc, vous savez, je vais vous dire ceci. Il y a quelques mois de cela, quand le président Alassane Ouattara parle à la CEDEAO, personne ne parle. Mais aujourd'hui, tout le monde le conteste son totale légitimité. Et donc, ça doit quand même le gêner. Hein? Ça doit quand même le gêner. Il faut quand même que le président Alassane Ouattara se dise, mais est-ce que je vais continuer comme ça pendant 5 ans? Où je parle, le président nigérien me tient tête, me ridiculise. Le président, le tout nouveau président de la Guinée-Bissau me tient tête, me dit des choses en face. Le Camerounais du Burkina me tient tête. Hein? Même mon fils, Patrice Talon, ne suit pas ce que j'ai dit. Il doit y avoir un problème à ce niveau. Je me rappelle au moment où le président Alassane Ouattara pouvait imposer un président de la commission à la CEDEAO. Mais je ne vois pas le président Alassane Ouattara imposer quoi que ce soit à la CEDEAO aujourd'hui. Regardez les décisions qui sont contestées. Eh bien, il faut... Et puis, comment on peut parler de souveraineté et au même moment refuser être celui qui refuse la souveraineté malienne? Il y a contradiction. Au même moment, on dit non, la communauté internationale doit parler. Au même moment, on dit non, dans mon pays à moi, la souveraineté. Il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, je voudrais dire quelque chose. C'est que j'étais heureux de constater que la Commission des droits de l'homme du Mali, la Commission des droits de l'homme du Mali, a réclamé la libération du président Ibeka. La Commission des droits de l'homme du Mali réclame la libération du Premier ministre Boubou Cissé. La Commission des droits de l'homme du Mali, que ces hommes-là ont détruit, contesté, empêché d'avoir les moyens, c'est ça qu'ils ont, la seule âme qu'ils ont pour être libres aujourd'hui, c'est cette Commission des droits de l'homme qu'ils ont maltraité. Que le procureur, qu'on a toujours pris comme le procureur de l'État, qui défend ceci, demande à la junte, libérer les personnes que vous avez arrêtées sous un cadre, dans un cadre hors juridiction. Oui, c'est ça. Tout le monde, personne ne donne les moyens à la Commission des droits de l'homme. Personne ne leur donne les moyens de fonctionner. Ils sont tous pauvres. C'est des avocats qui se battent sans rien. Mais tout le monde a besoin d'eux quand ça chauffe. Non, que le chef d'État commence par penser qu'ils sont les premiers à avoir besoin de ces instruments-là. Ils sont les premiers à avoir besoin de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que le président Laurent Gbagbo, il y a 10 ans, aurait agi exactement comme le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, pour pouvoir, aurait agi comme lui. Mais aujourd'hui, c'est ça seulement qu'ils ont. Le président Alassane Ouattara, demain, peut avoir ça seulement. Donc, ne faisons pas en sorte d'affaiblir une institution qui est la seule qui peut garantir la protection des chefs d'État qui sont actuellement au pouvoir. Voilà, Juge Nyongpati, il y a une décision qui peut-être rentre dans la droite ligne, on va dire, de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Il y a 9 militants
dont des députés de l'Assemblée nationale ivoirienne qui ont été relaxés. C'est des proches de Guillaume Kibafori Soro, 9 sur 19, si le calcul est bon. Est-ce que, selon vous, cela participe, on va dire, d'un retour à la calmie? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager? Je rappelle qu'ils sont poursuivis pour la quasi-totalité, pour visiblement insurrection, qu'ils auraient, pourquoi pas, dans l'idée de fomenter un coup d'État. Merci, mais ça ne suffit pas. C'est très bon, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, je reste toujours cadré ou calé sur le régime présidentiel pour dire que le président Alassane Ouattara, il est l'homme fort de la Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. Mais sa force ne doit pas être mise au service. Sa force doit être mise au service du bien pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il aille plus loin. Il faut faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Il faut faire en sorte que la paix revienne. Et puis, il faut exploiter. Vous voyez, il y a les États africains, ou si vous voulez, les chefs d'États africains, ont une manière, peuvent quand même récupérer, exploiter la Cour africaine, utiliser la Cour africaine des droits de l'homme, les juridictions communautaires, là. Ils peuvent l'utiliser dans un sens pour se rendre héros, pour se présenter comme des personnes de valeur. En quoi faisant? En gardant langue avec cette Cour, en mettant à la disposition de cette Cour des moyens, enfin, les informations nécessaires, en appliquant les décisions de cette Cour, même si dans l'application, il y a de petites nuances qu'il faut apporter, il faut quand même donner l'impression à la communauté africaine et à la communauté internationale qu'on respecte sa propre voix. Parce que, quelque part, c'est une manière, c'est une sorte de négation. En fait, par la souveraineté, on dit, mais je suis souverain, je n'applique pas. Mais c'était la souveraineté qui a permis d'instituer cette Cour. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que les ordres ne viennent pas de l'extérieur. Il faut qu'on nettoie chez soi. Mais j'ai 3 choses à dire pour finir. Et je devrais être en train de voir le président Ouattara comme mentor des chefs d'État africains, surtout d'Afrique de l'Ouest, actuellement. C'est un monsieur qui a déjà fait 10 ans au pouvoir, qui est en train de faire 10 ans au pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui maîtrise la diplomatie, qui maîtrisait même la diplomatie et les techniques de coopération, parce que c'est un fonctionnaire international. Et ces 10 ans de président de la République font de lui quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très fort. Pas n'importe qui, mais quelqu'un qui doit sortir, qui doit quitter la maison Côte d'Ivoire, qui doit quitter le pouvoir et par la grande porte. Quelqu'un qui doit quitter par l'apothéose. Quelqu'un qui doit régner après avoir quitté, un peu comme Nelson Mandela en Afrique du Sud. Cette ambivalence qu'on voit en Côte d'Ivoire, qui consiste, on braque la souveraineté pour qu'on n'applique pas, après on utilise la souveraineté pour pouvoir... ce n'est pas bien. Et enfin, quand je compare Ibeka et Ouattara, vous avez vu, lorsque le pauvre homme, le monsieur, a été débarqué du pouvoir et que la communauté, la CEDEAO, a exigé qu'on le remette, il a travaillé plutôt pour son pays en disant qu'il ne revient plus et il a demandé qu'on lève les sanctions. Il faudrait que cela serve de leçon au président Ouattara. Pourquoi libérer des gens qui sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État actuellement, Patrick Avampolo? C'est de la ruse. Vous n'avez pas vu un communiqué de Guillaume Soro saluant cette libération. Ils travaillent toujours pour Guillaume Soro, ou bien en temps, ils ont fait des alliances. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas Guillaume Soro lui-même? Pourquoi pas Laurent Gbagbo? Non, je crois qu'on a besoin de plus que ça en Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer en disant simplement ceci. La Côte d'Ivoire a besoin de sortir par l'euro. Actuellement, c'est gâté. Les Ivoiriens ont une expression pour dire c'est gâté. On n'a pas besoin de 6 mois de transition, hein. On a besoin de 2 ans de transition. Il faut que nous sommes vraiment dans la même situation qu'au Mali, hein. À part qu'il n'y a pas eu coup d'État, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a besoin maintenant que nous puissions faire un gouvernement
où chacun a la possibilité de contrôler ce qui se passe. Et pendant 2 ans, Ouattara va s'organiser pour trouver un dauphin pendant 2 ans. Il va se retirer. Koban Bédié va se retirer. Laurent Gbagbo va se retirer. Pourquoi ne pas même dire dans les accords, les Soro, tout ça là, tous ceux-là vont se retirer pour permettre vraiment. Parce que je vous dis, tant que Guillaume Soro et le Premier ministre actuel, Bakayoko, tout ça là seront dans le jeu là. Vous n'avez rien réglé. Je crois que c'est vrai. Il faut qu'on puisse dire ceux qui ont fait la politique tout le temps là, qu'ils se retirent, qu'on perde 2 ans pour préparer et que nous puissions. Alors, monsieur le Président, je voudrais simplement prendre quelques secondes pour dire, je crois toujours que vous avez toujours la possibilité d'être Félix Houphouët-Boigny, votre père. Vous pouvez être Nelson Mandela pour la Côte d'Ivoire. C'est encore possible. C'est quelques jours encore pour décider du sort de la Côte d'Ivoire. Mais je finis en rappelant que la loi n'est pas personnelle, elle est impersonnelle, donc il ne faudra pas travailler à exclure des gens en dehors du cadre légal. Non, si c'est consensus. Ah, si c'est pas consensus. Ce n'est pas évident. Non, pas consensus, on a qu'à retirer tout cela. Voilà. Vous êtes Patrick Avapoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Nous n'allons pas ouvrir un 3e débat après le débat. Face à vous, il y avait juge Sylvain Mpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Merci d'avoir suivi.